Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la démarche appréciative. À l'époque, je l'ai expérimenté dans un atelier de la Fabrique Spinoza que vous connaissez sûrement si vous écoutez le podcast depuis un certain temps. Et puis, j'ai aussi récemment eu l'occasion de l'expérimenter en entreprise comme un outil d'accompagnement au changement pour tendre vers une transformation positive de l'organisation. Et si l'approche de la qualité de vie au travail s'intéressait à ce qui fonctionne bien plutôt qu'analyser les dysfonctionnements? C'est le grand sujet que je vous propose dans cet épisode. C'est de miser sur les forces des individus plutôt que d'essayer de pallier nos lacunes, nos manques, nos dysfonctionnements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Laure Cohen. Bonjour Laure. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast. Alors, vous êtes experte dans le diagnostic de situations complexes et l'utilisation de l'intelligence du groupe pour implémenter des solutions durables et centrées sur l'intérêt humain. Vous êtes facilitatrice et coach pour dirigeants humanistes et vous êtes aussi conférencière et vous êtes praticienne de l'approche appréciatif, c'est ce dont on va parler ensemble. Vous avez d'ailleurs un podcast sur ce sujet qui s'appelle Oui et, que j'invite tous ceux qui nous écoutent à aussi aller écouter ce podcast très intéressant que vous pouvez retrouver sur le site smartcoaching.ca/podcast. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en description du podcast. Alors, Laure, merci encore d'être avec moi pour parler de ce sujet de la démarche appréciative. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être que vous nous racontiez un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet de la démarche appréciative. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Quand on parle d'approche appréciative, justement, on parle beaucoup du cœur. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et vos auditeurs. Vous avez mentionné le mot experte. Alors, quelquefois, je bronche un peu à ce mot-là parce que dans l'approche appréciative, tout part de cet esprit, en anglais, on appelle ça le beginner's mind, donc cet esprit de curiosité. Alors, je crois que ça définit pas mal mon parcours, la curiosité. J'ai commencé ma carrière vraiment dans un domaine beaucoup plus cartésien, je dirais, chez IBM, une carrière très traditionnelle. Et puis, j'ai lentement migré vers d'autres approches de pensée pour finir ma carrière plus traditionnelle en agence de publicité, ici à Montréal, chez Cossette. Et donc, j'ai pu observer différentes mindset, différentes façons de penser, différentes cultures organisationnelles et toujours au centre de ces cultures, les transformations de par le temps qui passe et les enjeux qui surviennent. Alors, ma carrière, donc, elle a été à la fois traditionnelle et non traditionnelle puisque par la suite, je me suis lancée à mon propre compte. J'ai fondé Smart Coaching, donc j'ai un peu cet esprit d'entrepreneurship. J'ai fait même participer à un start-up qui s'appelait Return on Meetings. Donc, toutes les réunions, quelles qu'elles soient, m'intéressent comme un vivier
d'intelligence collective. Et puis, je dirais que ça fait bien le lien avec l'approche appréciative, puisqu'on veut vraiment entendre toutes les voix dans cette optique-là. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Et alors, qu'est-ce que c'est justement la démarche appréciative? Alors, je l'ai dit un petit peu en Ouais. introduction, c'est miser plutôt sur les forces que les faiblesses. Peut-être, avant de détailler ça, on peut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent cette, alors j'ai envie de dire appétence, mais peut-être cette inclinaison naturelle à peut-être repérer d'abord ce qui dysfonctionne, ce qui va pas bien, au lieu de s'attarder sur ce qui va bien. Mm. Pourquoi on est fait comme ça? Mm. Vous l'avez tellement bien expliqué, la démarche, en fait, basée sur les forces, que je me disais, bah, il ne me reste plus rien à dire. Mais là, vous avez posé quand même une question fort intéressante qui, en effet, explique un petit peu la psychologie qui sous-tend l'approche appréciative. Parce qu'en effet, elle date d'il y a à peu près 30 ans où on a vraiment fait une convergence de différentes disciplines, incluant les neurosciences. Comment est-ce que le cerveau fonctionne? Oui, la psychologie positive, le flow, quand est-ce qu'on est à son meilleur? Tout ça mis, et puis bon, évidemment, toutes les connaissances en développement organisationnel, où on avait l'habitude d'être assez cartésien en faisant un diagnostic, souvent d'entreprise, qui est très valable et qui a sa place dans les organisations. Mais dans le contexte actuel où on est dans un monde très volatile, incertain, complexe, ambigu, moi, j'ai commencé à regarder d'autres façons de faire que cette démarche purement cartésienne. Rappelez-vous, je venais de chez IBM et puis je suis passée à un autre monde finalement. Et donc, cette démarche appréciative, elle va aller puiser beaucoup plus dans ce qui fonctionne déjà bien dans l'organisation pour pouvoir s'appuyer sur ces choses-là et penser autrement. Alors, pour répondre à la question très précise que vous aviez, pourquoi est-ce que l'être humain aurait peut-être tendance à regarder plus ce qui ne va pas que ce qui va bien? Ça m'amène à parler de Barbara Fredrickson, qui est une chercheure en démarche appréciative, notamment en psychologie positive, et elle a développé un ratio de positivité, où elle a montré que les équipes au sein des organisations performantes, les couples qui durent, sont des couples dont le ratio de positif à négatif, donc commentaires, actes, comportements positifs versus le négatif, était de 6 à 1. Donc 6 renforcements positifs, sans être dans le compliment, mais quelque chose qui amène de la vie, à 1 négatif, décrirait les équipes vraiment performantes. Pour les couples, c'est 5 à 1. Et elle a même fait une étude qui montrait que lorsque le ratio tombait à quelque chose comme 1 pour 1, ben, le couple était voué au divorce. Ah oui. Alors, c'est pour montrer à quel point ça compte, en effet, oui. Ah ouais. Ça me fait beaucoup penser au ratio de Losada aussi, dont on parle en psychologie positive, qui dit que pour 6 émotions négatives ressenties pour une émotion négative ressentie dans une journée, il faudrait ressentir 6 autres émotions positives. C'est dire en fait le poids qu'a le négatif finalement dans notre cerveau. Alors on parle beaucoup de biais cognitifs aussi en psychologie. Oui. Est-ce que c'est lié à ça? Alors, les biais vont avoir une influence, en effet, dans les prises de décision que l'on a. Et je voulais juste faire la boucle avec la question que vous m'avez posée, parce que même en économie, donc Daniel, comment il s'appelle, Hellman, on va le retrouver son nom, qui a gagné le prix Nobel en économie du comportement, il a indiqué, lui, que il y avait, pour le compliment ou l'émotion positive, comptait 2 fois moins que la critique. Donc, elle nous fait réagir beaucoup plus lorsqu'on a un élément négatif que lorsqu'on a un élément positif. Donc, ça explique que l'être humain est en effet, en anglais on dit wired, biologiquement conçu pour vraiment être aux aguets pour ce qui ne va pas.
Et donc, quand on remarque ce qui ne va pas, eh bien, ça nous entraîne dans un certain comportement qui nous a toujours servi, mais dont on se rend compte qu'il y a d'autres moyens de faire. Pendant que vous parlez, je vais vérifier le nom de mon Alors, économiste. est-ce que c'est pas Daniel Goleman? Non, 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 Non. non, c'est pas Daniel Goleman de Intelligence Emotional, non, Oui. Emotional, non. Alors, j'espère en tout cas que vous allez nous rassurer, Laure, et nous dire que cette tendance à nous focaliser sur les problèmes à résoudre, sur ce qui va pas, ça peut être changé, même si c'est une tendance plutôt innée. Je pense beaucoup en psychologie positive. Hein, tout ça me fait beaucoup penser à Martin Seligman, notamment, qui s'était C'est ça. attaché à observer le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des entreprises, plutôt que de se focaliser sur ce qui allait pas. Et c'est vrai qu'en fait, on a tendance à être focalisé beaucoup plus sur les choses négatives, mais bien heureusement, on peut aussi cultiver cette perspective positive des choses et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a des techniques Oui, pour ça, j'imagine. oui, oui. Alors, l'idée n'est pas d'être positif pour être positif. Ah ouais. L'idée est de exercer sa pensée, sachant qu'on a ces biais dont on parlait tout à l'heure, pour penser un peu autrement. Donc, vraiment aller un petit peu à contre-courant de notre nature humaine. Et pour parler donc de mon économiste, je n'étais pas si loin, c'est Daniel Kahneman. Et Amos Tversky, c'est eux qui ont travaillé sur cet aspect-là de l'impact des émotions négatives. Alors, on n'est pas nécessairement dans être positif, parce qu'en réalité, j'y suis venue, moi, à cette approche, à cette démarche appréciative, parce que justement, je voulais travailler sur des problèmes, des enjeux de société plus complexes que simplement les enjeux au sein d'une organisation ou d'une équipe. Et donc, David Cooper Ryder, qui est à l'origine de cette démarche-là, il parle même d'approche appréciative in a broken world. Donc, c'est plutôt dans cette approche-là où on ne nie pas qu'il y a des enjeux environnementaux et de société importants, qu'on va utiliser l'approche appréciative parce que ce qu'elle génère comme énergie positive va nous permettre de surmonter justement ces enjeux de taille. C'est intéressant. Alors, donc l'idée, c'est pas de nier ce qui fonctionne pas, mais plutôt de porter son regard sur ce qui va bien pour arriver à pallier ce qui fonctionne pas en fait. Oui, ouais. Moi je trouve que c'est un peu jouer avec nos biais et notre pensée pour l'amener à être plus agile, plus collaborative aussi, de manière à découvrir, d'ailleurs dans l'approche appréciative, la première étape, c'est découvrir comment co-construire une autre réalité. Et donc, dans ce contexte-là, pour découvrir la réalité de l'autre, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui a bien été, mais dans un contexte qui peut être très, très, très semé d'embûches. Et c'est justement l'idée, c'est de prendre des enjeux de taille et d'amener les humains à réfléchir dessus pour changer le monde. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Donc, la phase de découverte et de co-construction, elle est très intéressante parce qu'elle permet de ne pas sauter aux conclusions immédiatement, mais bien d'essayer dans un contexte, oui, positif, dans un contexte accueillant et bienveillant, d'aller chercher l'histoire de l'autre. Et à partir de cet apprentissage et de cette curiosité-là, commencer à s'ouvrir à d'autres idées que celles qu'on avait. Donc, c'est là qu'on commence à travailler sur nos biais. Inconsciemment, et pas du tout de manière systématique, mais juste dans cette présence à l'autre. C'est super intéressant. Alors, du coup, j'imagine qu'il y a une structure très précise à suivre quand on mène une démarche appréciative. Oui. Alors, vous avez parlé d'abord d'un temps peut-être d'observation. C'est la première étape? Oui. Alors, je dirais presque oui et non. Alors, à mes débuts, quand j'ai commencé l'approche appréciative, j'étais en effet très structurée.
Ça veut dire qu'il fallait absolument aller faire tout le cycle que je vais vous expliquer en 2 minutes. Mais à l'usage, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait utiliser cette approche-là le plus possible à tous les moments de la vie, personnelle et professionnelle. Ce qui veut dire qu'on ne va pas passer systématiquement à travers tous les cycles. Et c'est là qu'elle devient partie intégrante de notre façon d'être et de faire, et qu'on contamine un peu les autres à l'utiliser parce qu'on dégage un peu cette énergie constructive. Alors, pour parler du cycle… Donc, c'est presque, quand je vous écoute, c'est presque une philosophie, finalement. Oui, c'est tellement bien dit. Ouais, vous avez 100% raison. Plus La façon de présenter l'approche appréciative, c'est Mm. exactement comme ça. C'est une philosophie et une méthode de travail, un cadre de travail. C'est tout à fait vrai. Okay. C'est pour ça qu'elle me convient bien personnellement comme coach et facilitatrice parce qu'on concilie un peu les deux. Et puis en anglais, on dit walk the talk. Et ici, on dit les bottines suivent les babines. Donc, c'est vraiment être dans l'action réfléchie. Donc voilà, quand vous voulez, je vous raconte un peu le cycle qui n'est pas sorcier, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, alors dites-nous, comment ça fonctionne? Oui, alors dans un premier temps, avant même d'aller dans cet aspect de la découverte de l'autre, il faut se fixer un thème inspirant sur lequel on veut discuter et où on veut partir en exploration. Donc, j'avais un groupe qui est venu me voir en me disant on a un bureau à Québec, un bureau à Montréal, ils collaborent très mal. On aimerait faire une activité pour les rapprocher. Donc, on a un manque de collaboration. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'était ça le thème, et c'est un peu comme ça que les organisations vont le positionner, parce qu'ils font des sondages de satisfaction des employés, et puis ils vont dire, il y a un manque d'engagement, il y a un manque de communication, on va tout positionner comme manque. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'est simplement d'avoir une discussion, je dirais, assez surprenante au début avec le client, où on va jouer à flipper. Comment est-ce que le manque peut être tourné pour devenir une opportunité d'affaires, dans un cas, une opportunité de développement, dans d'autres cas? Et donc, la même chose que manque de collaboration, on peut dire reconnaître l'autre et consolider nos acquis. Reconnaître la réalité de l'autre et consolider nos acquis ou consolider notre équipe. Rien qu'en le disant de cette façon-là, personne ne se sent sur la défensive en arrivant à un tel atelier, personne ne se sent visé et on se dit tout de suite, on va travailler sur un thème assez porteur. Et ça ne veut pas dire qu'on nie, qu'on ne se parle pas très bien, mais on le dit différemment. Donc, ça m'amène à parler du principe en anglais. Vous m'excuserez, parce que j'ai fait mes études là-dessus en anglais. Et puis, souvent, ils ont des rimes qui frappent. Alors, je vous les donne, comme ça. Ça sonne toujours mieux en anglais, de toute façon. Quelquefois, oui, pas toujours, mais ils ont des mots courts qui frappent l'imaginaire. Alors là, c'est « words create worlds ». Et les mots ont leur sens. Et la façon dont on va les utiliser va déjà donner le ton. Donc, ça, c'est la première étape. Et elle peut durer quelques semaines avant de mettre quelque chose à sa main qui inspire vraiment les gens. Donc, déjà, d'emblée, c'est collaboratif au début pour définir ce thème. Une fois que le thème est défini, là, on part à la découverte à l'aide d'un guide qu'on appelle un guide de questions appréciatives. Et elles sont vraiment, on les réduit à 5. Je n'irai pas dans le détail, mais elles sont intéressantes à faire, intéressantes à tester avec le client, puis ensuite on les donne à un nombre plus élargi au sein de l'organisation. Ça, c'est la découverte. Ensuite, il y a le devenir, qui est le rêve. Donc en anglais, on parle des 4 ou 5 D, parce que c'est vraiment discovery, découverte. Dream, donc devenir. Design, c'est là qu'on devient un peu plus cartésien. Quel est le prototype? Quelles sont les décisions qu'on peut prendre? Et on va utiliser du design thinking
pour vraiment concrétiser le rêve et puis finalement déployer. Et c'est fini. Et c'est un cycle perpétuel. Et combien de temps ça prend pour mettre en place ce genre de démarche? Alors, j'imagine que ça diffère selon le nombre de collaborateurs qui sont impliqués dans une entreprise. Oui. Comment? Alors là aussi, il faut être très flexible. Ça dépend vraiment des contextes. Il y a en approche appréciative, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, ça a commencé par des sommets. L'idée étant de s'éloigner de la situation, du cas particulier où on prend des happy fews pour travailler sur un problème, mais où vraiment on a un sommet avec beaucoup de gens multidisciplinaires de différents départements dans l'organisation. Donc David Cooper Ryder avait fait ça avec les Nations Unies, avec des organisations, avec des milliers d'employés qui convergeaient et qui étaient placés dans des situations, comme je vous ai dit, de découverte, donc d'entrevue, de rêve, etc. Donc combien de temps? Je dirais que c'est au niveau de la facilitation que ça prend du temps de préparation. Parce que pour le client, lui, je dirais presque qu'il n'y voit que du feu, parce que tout est très organique. Et en général, on va essayer de le répartir sur 2 jours, 3 jours, mais quelquefois, une journée va suffire, dépendant de ce qu'on veut atteindre. D'accord. Alors, si je résume l'étape par étape, donc la démarche consiste déjà à trouver un sujet qui va inspirer et un sujet surtout sur lequel on veut améliorer quelque chose plutôt que de pallier le manque. Et vous parliez de flip, c'est transformer finalement un manque en quelque chose d'appréciatif, justement, en opportunité, hein, c'est ça. Et peut-être rappeler aussi que peut-être cette démarche-là ne peut que fonctionner si justement il y a un maximum de collaborateurs engagés qui prennent part à cette démarche-là. D'ailleurs, sur ce sujet-là, est-ce que c'est facile alors, vous disiez que dans la facilitation, ça se fait de façon assez fluide d'amener les gens dans une réflexion appréciative, mais est-ce que les collaborateurs sont ouverts à ce genre de pratique? Est-ce que c'est facile de les emmener à voir justement ce côté un peu plus positif plutôt que d'être focus sur le manque et les dysfonctionnements? C'est facile de les faire switcher? J'ai presque envie de dire que le monde s'y prête aujourd'hui. Alors, je ne peux pas savoir comment c'était il y a 30 ans, bien qu'à lire des études de cas, il y a bien des entreprises qui l'ont fait de manière assez pionnière, je dirais. Je ne trouve pas personnellement ça si difficile. Parce que les dirigeants, ce qu'il faut, c'est en effet avoir l'appui de la direction. Parce que c'est eux qui vont lancer ce message de retourner un peu la situation pour faire face à un enjeu de taille. Le cas classique, c'est, je crois, British Airways qui avait un problème ils avaient voulu régler avec toutes les grandes firmes de consultants qui avaient utilisé cette approche plus déficitaire. Où est le problème? Et finalement, il y avait eu une consultante en approche appréciative qui était arrivée, qui dit « Oui, mais de quoi vous rêvez? Qu'est-ce qui serait vraiment le… » Et ils avaient complètement transformé le but de la discussion ou l'enjeu ou le thème, je dirais, de la discussion. Et ils sont restés une dizaine d'années à utiliser cette approche-là, parce que finalement, tous les départements y ont adhéré. Mais il y avait la haute direction qui était prise à un problème et qui ne pouvait plus s'en sortir. Donc, ils ont, en désespoir de cause, utilisé ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens en désespoir de cause en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, l'exemple de British Airways est assez intéressant pour les personnes qui veulent creuser peut-être ce sujet un peu plus loin. Et l'idée, alors si je me souviens bien, c'est que ils avaient cette problématique récurrente de perdre énormément de bagages, hein, je crois. Et au lieu de travailler sur comment on fait pour résoudre ce problème de d'égarer énormément de bagages sur une année, si on fait le flip, justement, l'idée, c'était plutôt de se dire comment on
pourrait faire pour offrir à nos clients la meilleure expérience de voyage possible. Et du coup, forcément, effectivement, la réflexion n'est pas du tout la même. Elle est bien plus inspirante, elle est bien plus engageante et elle donne envie aux équipes de réfléchir sur le sujet. Et justement, si on prend peut-être l'exemple du sujet de la qualité de vie au travail, qui est le sujet Oui. que je touche à travers ce podcast, comment on pourrait l'appliquer dans un contexte de qualité de vie au travail pour, je sais pas, des entreprises qui auraient envie d'améliorer le climat social au travail, d'améliorer peut-être la communication et les relations avec les autres. Est-ce que c'est possible de l'appliquer dans ce cas-là? On peut aborder tous les sujets finalement dans une démarche appréciative? Mhm. Ouais. Moi, d'expérience, je trouve que c'est justement dans ce domaine-là que c'est le plus utilisé. Donc, il va y avoir toutes sortes de thèmes inspirants à découvrir avec le client là-dessus. Je pense à un thème, par exemple, le conflit, qu'on a souvent l'habitude de définir comme étant négatif et contre-productif pour une organisation. On pourrait parler, le flipper et dire comment nos conflits nous amènent à travailler mieux ensemble ou à nous découvrir, à consolider nos équipes. Ça ne semble pas aller ensemble, mais pourtant, lorsqu'on le regarde, on se dit, il y a des choses intéressantes qui sortent du conflit. Si on le regarde qu'avec la lorgnette que c'est un problème, on va ne focuser que là-dessus. Or, il y a des ramifications à ce conflit-là qui nous amènent à nous développer, à trouver, bref, d'autres manières. Et c'est là que ça devient intéressant d'entendre les autres. Et dans les questions du début de la découverte, ça serait une question. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en tant que facilitateur, on n'a pas la réponse parce que chaque organisation a son propre ADN et va la trouver. Donc, raconte-moi une histoire où un conflit a été porteur pour toi. Tu as appris quelque chose. Donc, Si c'est la première question, partir d'une expérience, en fait. C'est ça, d'une expérience toujours, vécue dans le passé. Oui, d'accord. Vécue dans le passé et de comprendre comment finalement cette expérience vécue dans le passé, aussi négative qu'elle pouvait le paraître, elle est en fait porteuse d'avenir. Il y a une pépite d'or à aller chercher. C'est un apprentissage, en fait, de ce qu'on a vécu dans le passé. Qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage qui va nous servir pour optimiser, en fait, les moments futurs. C'est ça, hein? Voilà. Ouais. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, il y a 5 principes sous-jacents à l'approche. Et un de ces principes-là, c'est celui que vous avez parfaitement bien dit, qui est de trouver ce que dans le passé, je peux amener dans l'avenir. Qu'est-ce qui, dans mon passé, est porteur d'avenir? C'est intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler, en effet, de ces histoires du passé, pour mieux devenir ce qu'on veut être. D'accord. Donc, le principe anticipatif, c'est justement aller voir ce que je veux être, tout en gardant du passé le mieux de ce qu'on est. Donc, il y a les deux. Et vous parliez du coup de 5 phases. Vous en avez cité une. C'est quoi les 4 autres? Alors, il y a le principe anticipatif, donc voir l'avenir. D'accord. Le principe positif, donc le flip dont on parlait tout à l'heure, le fait que je vais utiliser des mots qui inspirent, vont amener les gens toujours avec justement le ratio de positivité à commencer à travailler et à s'écouter différemment. Il y a le principe de simultanéité qui est celui où dès le moment que je pose une question, elle n'est pas neutre. Cette question-là va amener un changement, ne serait-ce que parce que je pose la question. Donc, ma première question sur le conflit, elle m'amène. Ensuite, il y a le principe poétique. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de rêver, il permet d'aller chercher la beauté, il permet d'aller se dire que finalement, on est tous une histoire à raconter, même l'organisation, même le monde. Et du coup, on peut, comme dans un poème, aller chercher la beauté et l'amener dans notre rêve.
Hmm. Alors, vous citiez tout à l'heure David Copperrider qui a créé le principe de la démarche appréciative et j'avais une citation que je voulais évoquer que j'aime beaucoup qui, pour rebondir assez avec ce que vous dites, qui dit que chaque entreprise, chaque homme et chaque système a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité et assure ses réussites. Et je trouve que c'est très inspirant et ça donne vraiment envie de se pencher sur cette démarche-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Laure, c'est peut-être quand on veut sensibiliser les dirigeants là-dessus. Alors, parfois, les nouvelles méthodes comme ça peuvent peuvent peut-être bousculer. Est-ce que les managers, les dirigeants, c'est facile de les amener dans une réflexion appréciative, puisque forcément, on est dans une démarche de changement, de transformation. Qui dit peut-être changement et transformation, ça veut dire aussi montrer une part de vulnérabilité, partager ses rêves, etc. Le regard des dirigeants, c'est quoi un petit peu sur ce sujet de votre expérience? Oui. Je veux juste rebondir pour faire du pouce sur la citation de Cooper Oui. Ryder parce qu'elle est très belle et vous avez fort bien fait de la rapporter. Il continue en disant qu'en fait, l'organisation est un mystère. Un mystère à explorer et que tout est mystère et que c'est là que ça devient saisissant, engageant et que ça donne vie aux possibilités. Donc, de là, je peux même faire le lien avec votre question. Les dirigeants, ils savent fort bien qu'ils n'ont pas des réponses à tout. Oui. Et donc, quand on leur arrive, petite ou grande organisation, avec quand même un rationnel. La démarche appréciative, elle est fondée sur des connaissances scientifiques et de l'être humain et du développement organisationnel. On fait face, comme je le disais tout à l'heure, à des enjeux cruciaux. On est à la croisée des chemins dans tellement de choses dans le monde que je trouve qu'il y a une appétence, en effet, à essayer d'autres choses. Donc, je ne trouve pas qu'on est à contre-courant. Je dirais même qu'il y a une ouverture vers ça. Et encore là, c'est pour ceux qui seraient intéressés à l'utiliser puis qui se diraient « Ah oui, mais c'est un peu trop ésotérique », c'est pas parce qu'on parle de regarder les choses sous un autre angle que c'est ésotérique, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire que c'est un peu surprenant. Je dirais qu'il faut, en anglais, ils disent stealth approach, ça veut dire y aller un peu en douce. On n'est pas obligé de montrer toutes nos cartes de l'approche appréciative, on n'est même pas obligé de l'appeler comme ça. Comme vous le dites très justement, est-ce que c'est une philosophie? Oui. Donc, on peut très bien utiliser seulement la découverte et laisser le reste pour plus tard, mais vraiment y aller par étapes. Donc, encore là, ça devient beaucoup moins intimidant d'essayer quelque chose d'un peu différent. Puis je trouve que c'est un outil, une réflexion, une philosophie, oui, même particulièrement pertinente en ce moment, en ces temps de crise où il y a des enjeux très particuliers dans le monde du travail, où il y a vraiment une transformation des modes de travail. Il y a toutes ces problématiques liées au retour aussi des collaborateurs dans les entreprises. Et comme je le disais en introduction, moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter très récemment, puisque ça a été utilisé comme un outil d'accompagnement au changement sur des entreprises qui adoptaient des modes de travail en flex office et qui, du coup, demandent aux collaborateurs d'envisager une façon de travailler qui est complètement différente. Et dans ces contextes-là, dans ces contextes de crise où on est justement, comme vous le disiez, dans un monde assez incertain, qui est très complexe, qui bouge sans arrêt, qui change, etc., c'est une démarche qui est particulièrement intéressante pour réancrer en fait dans un avenir possible positif. Et est-ce que d'ailleurs, alors sur ce futur du travail, est-ce que vous pensez que on peut envisager un futur du travail qui serait dominé peut-être par un management appréciatif en grande majorité? C'est quoi un petit peu votre perception là-dessus? Oui. J'ai vraiment
quand j'entends cette question, envie de répondre un oui très catégorique. Euh, Parce que on fait face à un mur. Mm. J'ai travaillé beaucoup avec d'autres méthodes et avec des méthodes beaucoup plus classiques et elles ont leur part et les organisations doivent les utiliser. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a une soif de changement et de changement qui soit aussi travaillé par tout le monde. Pas juste top-down, mais réellement, je pense que les dirigeants se rendent bien compte qu'ils n'ont pas toutes les réponses. On l'a vu à la faveur de la crise sanitaire, de la pandémie, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, ces gens qui sont sur le terrain, on a besoin d'entendre leur voix. Donc, entendre toutes ces voix. Moi, je suis très positive face à cette approche-là. Je trouve qu'elle a cette flexibilité qui fait qu'on peut la rendre hybride, qu'on peut la rendre vraiment l'adapter aux besoins. Mais on garde la philosophie. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient l'appliquer concrètement, est-ce que peut-être vous auriez un conseil ou des exemples? Alors, vous avez partagé certains exemples de questionnement tout à l'heure, mais voilà, un peu plus concrètement, est-ce que peut-être vous auriez un conseil à partager pour qu'on puisse appliquer cette démarche appréciative dans l'entreprise au Ouais. quotidien de son travail? Ouais. Vous avez mentionné mon podcast tout à l'heure, et c'est vrai, ne serait-ce que de remarquer combien de fois est-ce qu'on répond oui, mais Ouais. ça va pas marcher à cause de ça. Alors, vraiment, encore là, puisant dans l'improvisation, où on construit sur ce que vient de dire l'autre, s'observer, observer les autres et s'amuser vraiment à répondre oui et donc de construire sur ce que vient de dire l'autre. Rien que de faire ça, on est en train de faire une démarche appréciative. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième, c'est d'aller voir évidemment les sites que vous mettrez sûrement dans les notes du, de Champlain College notamment, qui a d'excellentes vidéos et liens vers... ce que je regrette, c'est qu'en effet, c'est pas tellement traduit en français, tous ces articles-là, donc beaucoup sont en anglais, mais il y a quand même une belle communauté. Il faut se rappeler que le sommet de l'approche appréciative ou le congrès de l'approche appréciative a eu lieu il y a 2 ans à Nice. D'accord. Il a été organisé là-bas. Donc, je crois que dans le sud de la France, il y a vraiment des gens Il y a un très, vivier. très... Oui, Mm. oui. Donc, ça, c'est vraiment prometteur. Voilà. Et puis, juste vraiment commencer à essayer de poser des questions plus ouvertes. On en parle beaucoup en management. L'état d'esprit, comprendre que on peut regarder avec curiosité un problème et utiliser finalement ce flip dont j'ai parlé pour poser une question ouverte qui automatiquement va devenir beaucoup plus appréciative. Se rappeler que cette question-là, elle sème une graine vers le changement. Donc je dirais ça, oui, et poser des questions ouvertes et puis aller lire un petit peu sur ce domaine-là. Quand on commence, on a l'impression qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas où donner de la tête. Il faut commencer petit. Et j'évoquais en début d'épisode la première fois où j'avais expérimenté l'appréciative inquiry, c'était la démarche appréciative, c'était avec la Fabrique Spinoza. Et je me souviens que l'atelier, la première question, comme vous le disiez, c'était de se remettre dans le contexte d'une expérience au travail passée qu'on avait vécue de façon extrêmement enthousiaste, extrêmement positive, et de s'interroger sur les ingrédients
qui avait fait que justement cette expérience était positive et ensuite se demander comment à la fois individuellement et collectivement dans le futur on pouvait recréer, cultiver finalement tous ces ingrédients pour faire en sorte que ces expériences positives vécues dans le passé soient aussi nombreuses dans le futur. Et ça, je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant aussi à faire pour ceux qui nous écoutent en se demandant tout simplement quel est l'environnement de travail idéal dans lequel on peut vivre tous ensemble. Et alors, c'est hyper intéressant le oui et versus le oui mais. C'est vrai que je pense que euh, ça vaut le coup d'observer je ne sais pas si on peut parler de défaut de langage, mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à pas forcément être dans l'écoute active d'ailleurs, et quand on écoute et quand on discute avec des gens, on est plutôt dans le oui mais quelque chose, au lieu d'apporter davantage de grains à moudre positif en répondant oui. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant d'observer ces tendances-là. C'est toujours le réflexe biologique dont on parlait tout à l'heure, d'aller chercher ce qui ne marche pas. C'est ça. En anglais, deficit-based versus growth mindset, donc l'état d'esprit. Et ce dont vous parlez, c'est les facteurs de succès. Et donc, dans une approche appréciative, c'est là où la facilitation rentre en jeu, c'est le debrief. À partir du moment où les gens ont commencé à parler de leur expérience, quels sont les facteurs de succès? C'est pas moi qui le dis, ça vient de vous, c'est vos mots. Et là, les gens voient noir sur blanc, en effet, qu'il y a des facteurs de succès au passé dont on va se servir pour bâtir notre rêve. Oui. Super intéressant. Alors, Laure, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien et c'est quoi peut-être pour vous, personnellement, les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail? Moi, j'admire beaucoup le travail que vous faites au sein des organisations. Dans l'approche appréciative, il y a aussi cette dimension de bien-être, en anglais wellness. Seligman a développé tout un modèle là-dessus. Donc, de continuer, quand vous me disiez qu'est-ce qu'on peut faire encore, c'est travailler sur cet aspect-là du bien-être et d'aller mettre en place ces conditions, ces facteurs de succès au sein de l'organisation. Moi, ce qui m'inspire, je dois dire, c'est quand on est en mesure d'aller rassembler et d'entendre toutes les voix discordantes, les voix des introvertis, les voix des extravertis, et qu'on peut en faire quelque chose un peu plus grand que nous. Moi, ça m'inspire parce que je l'ai vu faire et il faut juste mettre la table pour que ça puisse se faire. Et c'est, à mon avis, là où l'approche appréciative prend toute sa signification, parce qu'elle met la table pour que toutes les voix soient entendues. Je crois que si on arrive à faire ça, à ce moment-là, on va développer de meilleurs programmes, de meilleures façons de travailler aussi. C'est super intéressant. Alors, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, expérimentez cette approche. Allez, vous trouverez plein de choses pour vous documenter, peut-être commencer à explorer cette démarche-là qui est hyper intéressante. Et je pense qu'il est bon de rappeler que c'est pas forcément une vision optimiste de l'environnement de travail, de l'entreprise. Ça ne nie en aucun cas l'existence de problèmes, mais ça propose plutôt d'aborder avec une autre paire de lunettes, j'ai envie de dire, ce qu'on vit dans l'organisation en empruntant le chemin de l'exploration, des réussites, des forces, du succès du collectif. Et je pense que ça peut être très puissant, surtout dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Ça vaut le coup de l'expérimenter. Merci beaucoup, Laure, pour ce partage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je vous en prie. Moi, on peut me souhaiter de continuer à pouvoir polliniser un peu cette approche comme une petite abeille et d'aller vraiment en parler plus souvent, répondre à des questions plus souvent sur le sujet. Je crois que plus on va l'utiliser, plus on va se rendre compte que ça fait quand même partie de notre bagage génétique. C'est juste qu'on ne l'utilise pas si souvent que ça.
Mais on l'a, moi je vous parle et puis je trouve que vous êtes une brillante praticienne d'approche appréciative. Alors c'est vrai que vous avez eu peut-être l'expérience, mais il n'empêche qu'on l'a à l'intérieur de nous. On en parlait du cœur au début. Je crois que c'est dans notre cœur et ça demande qu'à rayonner. Mhm. Donc c'est ça Ouais, qu'on peut me souhaiter, et ben faire rayonner cette approche. c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, vous l'avez entendu, hein, Laure nous l'a dit, trouvez votre sujet inspirant, trouvez ce Ouais, que vous avez envie d'améliorer et puis faites votre flip finalement. On pourrait conclure comme ça. ouais. Vie personnelle ou professionnelle en fait. Tout Ouais, à c'est fait. ça qui est hyper intéressant. C'est que vraiment, en Ouais, termes de philosophie de vie, c'est ouais. hyper intéressant à explorer. Merci beaucoup, Laure, pour ce partage. Un Et vrai puis, plaisir, Julie. on peut vous retrouver du coup sur votre site smartcoaching.ca et votre podcast Oui et qui aborde justement ce sujet de l'approche appréciative. Encore un grand merci. Je mettrai tous les liens en barre d'infos du podcast. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.